Bon, je pense que le décor est planté, vous l'avez tous compris. L'heure est grave. Bonjour à tous. Et voilà, 1 an après, me voici de nouveau devant vous. Et c'est toujours aussi impressionnant. À ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Blandine. L'an prochain, je fêterai mes 40 ans. Et je peux vous le dire, la fête sera belle. Belle, mais certainement différente. Car il y a 4 ans, on m'a annoncé que j'étais atteinte d'une maladie apparentée Alzheimer. Maladie que je connais intimement, car mon papa est également touché et vit désormais en EHPAD, totalement, entièrement dépendant de tous. À ceux qui ne me connaissent pas, je veux aussi dire, ne me regardez pas avec tristesse ou condescendance. Ma vie est belle. Je suis l'heureuse maman de 3 enfants de 11 et 9 ans et mariée à l'homme que j'aime. Avec lui, nous avons décidé, il y a 2 ans, de ne pas nous apitoyer sur l'éternelle question « Pourquoi nous ?», mais plutôt de réfléchir sur le « Pourquoi faire ?». Et c'est ainsi que nous avons créé, avec des amis, l'association Amadiem. Amadiem signifie « aime le jour », car nous pensons qu'une vie belle est possible avec et malgré la maladie. Et que pour cela, il suffit peut-être de changer le regard que l'on pose sur la personne malade. À ceux qui étaient là lors de la dernière université d'été de l'EREMA et qui me regardent peut-être en se disant que la maladie a évolué en 1 année puisque aujourd'hui j'ai besoin d'aide. À ces personnes-là, je voudrais dire, ne me regardez pas ainsi. Vous avez tout faux. Et comme le dirait si bien Nicole Poirier, changez de lunettes s'il vous plaît. Et vous verrez que ce n'est pas à cause de la maladie, mais bien grâce à l'amitié que je suis là devant vous. Ne regardez pas mes manques, mes difficultés, mais admirez tout ce que la vie m'offre encore comme possible. Ne regardez pas Sandrine comme une aide devenue nécessaire à mon autonomie, mais admirez la chance que j'ai d'être entourée d'amis prêts à m'accompagner sur ce chemin. Il va passer. Si je sentais chez eux un regard rempli de pitié, d'évaluation, de tristesse ou de peur, pensez-vous que j'aurais le courage d'être devant vous ce matin ? Bien sûr que non. C'est la façon dont ceux qui m'entourent m'accompagnent. C'est le regard qu'ils portent sur mes forces, sur tout ce qu'il me reste, qui me fait tenir face à vous ce matin et qui me fait tenir quotidiennement face à la maladie. C'est grâce à cette amitié et à cette belle équipe d'Amadiem que je suis fière d'être ici, car c'est le combat d'Amadiem que de faire en sorte
que chaque personne malade puisse se dire « Je suis encore capable de ». Regardez tout cela et dites-vous que même malade, je peux encore vous rappeler de ne pas oublier que la vie est belle et que chacun peut aujourd'hui et demain choisir de regarder les autres avec une autre paire de lunettes. L'université, cette année, porte sur le quotidien. Et on associe souvent le quotidien d'une personne touchée par la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée à la dépendance. Effectivement, aujourd'hui, je suis dépendante. Mais là encore, je vous invite à changer de lunettes et dépasser les clichés habituels de la dépendance de la personne malade. Et je voudrais ici vous parler de ma dépendance, qui est aussi la vôtre. Tout comme moi, chacun de vous est dépendant. Je suis dépendante de la façon dont vous réagissez. Merci. Si, lorsque je bug, vous réagissez en insistant, en me dévisageant ou en me regardant tristement, alors je me sens nulle. Si, au contraire, vous acceptez mes difficultés comme faisant partie de notre relation, de la façon normale de discuter avec moi. Si, plutôt que de vous bloquer, vous m'aidez en continuant, alors je me sentirai capable, encore humaine, encore valable. Mes difficultés et votre comportement engendrent chez moi un sentiment de honte qui aurait vite tendance à m'isoler, à m'enfermer. Dans la pratique, petit exemple, j'ai envie de vous illustrer cela avec le proverbe qui dit « Quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le bout du doigt. » Lorsque je bute sur une phrase, par exemple, si je vous dis « je veux aller », certains me diront « tu veux aller », et je peux vous dire que cette réaction, tout à fait naturelle au demeurant, m'énerve au plus haut point et me donne des envies de meurtre. J'ai alors le sentiment d'être nul, que vous êtes complètement idiot, incompétent, ou pire, que vous êtes en train de vous moquer de moi. Vous l'aurez compris, ce type de réponse développe considérablement mon agressivité. Par contre, si vous me dites « à la boulangerie ?» Non. « À la boucherie ?» Non. « À la bibliothèque ?» Non. « Sur la lune ?» Peut-être. La démarche et mon ressenti sont complètement différents. On cherche ensemble. Vous m'ouvrez des possibles plutôt que d'augmenter mon stress et de fait mes difficultés. Et vous me donnez envie de continuer à être en relation avec vous plutôt que d'essayer de faire comprendre quelque chose à l'autre idiot qui ne comprend rien. Eh oui, quand le sage désigne la lune,
l'idiot regarde le bout du doigt. Alors oui, je suis dépendante. Dépendante de la façon dont vous allez me regarder. Ma fragilité, ma maladie me rend plus vulnérable à cette dépendance liée au regard de l'autre que je ne l'étais auparavant. Car mon bien-être dépend plus aujourd'hui de votre comportement, de votre réaction, qu'il ne l'était avant. Je sais, enfin je m'en doute, enfin j'espère, qu'il va être question durant ces 2 jours de l'aide et des personnes qui travaillent au domicile des personnes malades, les aidant dans leur quotidien. À ces personnes aidantes, je veux dire, je me suis battue durant 2 années pour vous maintenir hors de chez moi. Femme de ménage, personne pour les courses, aide à ceci, aide à cela. Ma lutte a été effrénée et j'ai commencé tôt. J'ai lutté dès le montage des dossiers. J'y ai mis toute la mauvaise volonté dont j'étais capable. Et je peux vous le dire, j'ai de la réserve et de l'imagination. Il m'a fallu des mois pour prendre conscience des véritables enjeux que représentait pour moi l'arrivée de cette personne, de cette aide à la maison. Si je me suis tant battue et si je me bats encore tant contre la présence d'une aide à domicile, c'est parce que cette aide symbolise pour moi la perte de ma liberté. C'est pour moi un pas supplémentaire vers la fin. C'est pour moi une preuve tangible de l'avancée de ma maladie. Alors oui, ça me rend agressive. Et oui, j'aurais tendance à rejeter cette personne qui pourtant vient m'aider, à ne pas lui simplifier la tâche, à lui en faire voir de toutes les couleurs. Car pour moi, c'est une question de survie que de refuser cette entrave à la liberté. Pour moi, résister, c'est exister. De l'extérieur, j'imagine aisément les multiples interprétations possibles de mon comportement. Entre agressivité et déni, on aurait vite fait de me trouver des médicaments adaptés à mater cette rébellion. Et si vous preniez juste 2 minutes ma place, je suis sûre qu'une bonne dose d'empathie suffirait à ce que mon comportement ne paraisse pas si suspect. Alors je vous pose la question. Et vous? De quoi seriez-vous capable pour garder votre liberté? Pour ne pas avoir à 40 ans quelqu'un qui regarde sans cesse au-dessus de votre épaule. Je sais que les personnes qui m'aident et qui m'aideront feront leur place chez moi dans ma vie. Mais cette place n'est pas immédiate et cela
nécessite de la part de la personne aidante une belle dose de souplesse, de créativité, de compétences humaines et d'empathie. C'est aussi parce que l'on pense c'est aussi parce que l'on pense que pour vivre ensemble, on a d'autres possibilités, d'autres facilités que les médicaments. C'est parce que l'on pense que la confiance réciproque doit se gagner peu à peu, que Amadiem a souhaité mettre en place une filière d'accompagnement, bien en amont de la maison, une filière qui permettra à chacun de s'apprivoiser tranquillement et de se connaître. Apprendre à se connaître pour savoir, par exemple, qu'une douche peut m'apaiser mieux que n'importe quelle pilule, que lorsque je me mets à pleurer, il suffit de me proposer de m'allonger seule pendant 20 minutes. Et lorsque j'arriverai dans cette maison à Amadiem, ce genre d'information peut tout changer. Ça pourrait sembler miraculeux. Ça ne l'est pas. Non. Mais cela nécessite de l'avoir expérimenté, de m'avoir expérimenté. Okay. La maladie me force aussi à développer ma confiance en l'autre. Lorsque l'on entend Alzheimer, tout le monde, je crois, l'associe à des pertes de mémoire. Or, la perte de mémoire évoque des choses que tout un chacun connaît. Alors, on peut facilement penser que l'on comprend ce que l'autre vit. Après tout, cela arrive à tout le monde d'oublier quelque chose, non ? Effectivement, lorsque j'oublie un mot, il arrive souvent que je sache qu'il existe, mais le mot m'échappe. Je l'ai oublié au sens classique du terme. C'est assez frustrant. Par contre, je suis aussi amenée à vivre des oublis d'un autre type. Des oublis qui n'ont rien de classique et qui transforment ma réalité. Autant le dire tout de suite, je ne vis plus toujours dans votre réalité. Par exemple, tout dernièrement, je me suis retrouvée bête lorsque je suis allée acheter des Bermudas pour mes garçons au magasin André et que j'ai découvert, ébahi et perdu, que le magasin André faisait dorénavant des chaussures et plus d'habits. Encore plus idiote quand j'ai eu la bêtise de demander à la vendeuse depuis quand il vendait des chaussures. Depuis toujours, m'a-t-elle répondu. Et les habits alors ? Jamais. Cela n'est pas un simple oubli. Cela n'est pas un simple oubli, où l'on se... Il me manque un mot. Même les mots, ils partent sur ma feuille. Hein. Alors, je recommence. Cela n'est pas un simple oubli, où l'on se rend bien compte que l'on a oublié quelque chose, mais ici, la réalité a été remplacée pour moi par une autre réalité. André est un magasin qui fait depuis toujours des habits et je dois désapprendre cela pour me rapprocher de votre réalité. Pour vous faire sentir ce changement de réalité à votre tour, imaginez que vous entrez dans Ikea et que vous vous trouvez face à des rayons d'habits.
Imaginez ce que vous ressentiriez. 2 possibilités. Première possibilité. Vous n'êtes pas à Ikea. Bon, alors, vous êtes où? Deuxième possibilité. Pardon. Ikea s'est reconverti. C'est encore l'hypothèse la plus crédible à mes yeux, car visuellement, vous voyez marqué Ikea, tout est jaune et bleu. Vous êtes bien chez Ikea, mais ils ne font plus des meubles, mais des habits. En fait, ça interpelle, non? Ça pose question. Vous vous rendez bien compte que quelque chose cloche. Et voilà. Bienvenue dans mon autre réalité. Autre réalité qui va bien au-delà du simple oubli. Parfois, des objets apparaissent à la maison. D'où viennent-ils? Comment sont-ils arrivés là? L'instant d'avant, ils n'y étaient pas. L'instant d'après, si. Je fais alors appel à toute ma logique. Quelqu'un est-il passé? D'où peut provenir cet objet? Parfois, j'arrive à reconstruire un parcours hypothétique, tout à fait irréel pour moi, mais dont la logique me dit qu'il a dû se passer ainsi. Ce sont juste des exemples pour essayer de vous faire sentir la différence entre un simple oubli et une réalité différente. Pour moi, je n'ai pas oublié, pour moi, je ne l'ai pas vécu. Cette réalité est différente. Elle ne me rend pas forcément moins heureuse au quotidien, sauf quand je suis persuadée que tel ami ne donne plus de nouvelles alors qu'il vient de passer. À moi, alors, d'apprendre à poser les questions et à vous d'accepter cette différence. L'accepter en ayant conscience de la confiance qu'il faut que j'ai en vous pour effectivement accepter que si vous me dites être passé, c'est que vous êtes passé. Même si je n'en garde aucun souvenir, même si pour moi cela n'a pas existé. Imaginez la confiance qu'il faut en l'autre pour se dire « je déconne peut-être, je dois donc modifier l'image que j'ai des événements ou des choses ». Lorsque je reproche à ma meilleure amie de ne pas m'avoir annoncé une bonne nouvelle et qu'elle me dit me l'avoir dit, je dois lui faire confiance et arrêter de me faire confiance. Perdre confiance en soi et gagner confiance en l'autre. Avouez que l'exercice n'est pas forcément immédiat. Surtout quand il s'agit de le faire avec tous et non pas uniquement avec sa meilleure amie. Si demain, on vous annonce que le ciel est vert à pois rouge, saurez-vous faire suffisamment confiance à l'autre pour le croire, même si pour vous il est bleu? Et ne pensez-vous pas que vous vous direz... C'est mieux comme ça. Et ne pensez-vous pas que vous direz plusieurs fois que le ciel est bleu avant de finalement dire que oui, il est vert à pois rouge et qu'il vous sera compliqué de retenir une telle information en si forte contradiction avec votre réalité intérieure?
Ne risquez-vous pas d'être amené dans ce cas à défendre avec force, voire avec agressivité, votre réalité intérieure pour garder votre cohérence? Perdre confiance en ma réalité au profit de la réalité de l'autre. Partir du postulat que je fais plus confiance à l'autre qu'à moi-même. Vous en conviendrez, c'est un exercice difficile. J'espère que les personnes qui m'entourent, et d'une manière générale, que l'entourage des personnes touchées par une maladie d'Alzheimer ou apparentée, mesurent la chance qu'elles ont, la confiance dont elles font l'objet, qu'elles prennent conscience de cet exercice que nous faisons et s'émerveillent de cette confiance, plutôt que de se désoler d'avoir à répéter, redire et réexpliquer les choses. Il est parfois de bon ton de donner la parole à la personne malade. Mais ce n'est pas suffisant de donner la parole à la personne malade. Encore faut-il l'entendre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de plein de choses. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mon aventure au magasin André. Avez-vous su entendre ma tristesse, ma perplexité, mon désarroi, mes peurs dans cette confession honteuse que je vous fais? Pour vous en parler, j'ai dû m'asseoir sur ma fierté, sur mon amour propre. J'ai dû prendre le risque de me dévaloriser à vos yeux. Allez, mettez-vous à la place de mes amis à qui je viens d'expliquer cette aventure. Et je vous invite à vous demander quelle serait alors votre première réaction? Je suis sûre, car je le vis très régulièrement, pour ne pas dire systématiquement, que bon nombre d'entre vous essaieront de me rassurer. Ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ah bon? Moi, ça m'était encore pas arrivé. Ok, ce n'est pas grave. Ok, il n'y a pas mort d'homme, ni même de blessé. Tout cela, je sais. Ok, ce n'est pas grave. Mais ne fermez pas la porte que je vous ouvre. Ne me laissez pas seule face à cela, en tentant si amicalement de me rassurer, de minimiser. Demandez-moi plutôt comment je me sens. Aidez-moi à exprimer ce ressenti. N'ayez pas peur. Je vous ai tendu une perche. Saisissez-la. Vous me permettrez ainsi de refermer moi-même la porte sur ce que je viens de vivre. Vous me permettrez ainsi de vivre et de continuer à avancer, tout en vous sachant à mes côtés, informé de mes bizarreries et de ma réalité différente. Voilà. C'est juste une proposition. Mais je m'interroge et je vous pose la question. Pourquoi est-ce si difficile pour vous, personne bien portante, d'entendre une personne malade parler de sa maladie? Qu'est-ce qui entre en jeu qui fait
que vous ayez si peur de nous. En conclusion, Amadiem a ainsi le souhait d'accompagner, avec empathie, les personnes malades jeunes et leurs familles, et de leur proposer une maison qui soit à l'image de la maison Carpe Diem au Québec, et qui vous sera présentée par Nicole Poirier, sa fondatrice, qui nous accompagne également avec Amadiem. Loin d'être utopiste, ce projet, grâce à l'engagement fort des membres d'Amadiem et des responsables politiques nationaux et locaux, devient une réalité. Et la maison ouvrira ses portes dans 3 ans. Alors voilà, c'est la fin. Parce que Amadiem me permet de changer le regard que je porte sur ma maladie et souhaite changer votre regard sur les personnes malades. Parce que Amadiem, avec son parcours et sa future maison, me permet aujourd'hui d'envisager un avenir qui soit apaisé. Parce que Amadiem me permet non pas de regarder ma malchance, mes difficultés, mes manques, mais de regarder vers l'essentiel. Grâce à tout cela, maintenant, j'espère pouvoir faire le pari de l'abandon dans la confiance et conclure comme Etty Hillesum: je suis de ceux qui préfèrent continuer à se laisser flotter sur le dos, les yeux tournés vers le ciel. Merci à vous pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée.